Et en premier lieu, je voudrais excuser Daniel Marcovici, Capel de la Fondation Raja, qu'une mauvaise grippe empêche de se joindre à nous. Mais on va quand même parler d'impact et de mécénat avec deux entreprises mécènes à ma droite, un grand sage qui dirige le Conseil économique, social et environnemental, Jean-Paul Delevoye. Non, 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 c'est pas dangereux du tout, c'était vraiment laudatif. Et puis trois porteurs de projets avec François Marty, Arnaud Moureau et Margot Philippe. Bon, je remarque qu'il n'arrive toujours pas. Alors, du coup, on va introduire la table ronde et puis on est susceptible de s'arrêter à tout moment. What is not measured is not managed, nous apprend Wall Street English. C'est nos amis américains qui parlent comme ça. Ça veut dire que ce qui n'est pas mesuré n'est pas managé, pour ceux qui ne parlent même pas Wall Street English. Et nos amis américains parlent depuis 10 ans de venture philanthropy. Et il n'y a pas d'équivalent français à cette expression et non plus à cette pratique, car la mesure de l'impact du mécénat est une idée assez neuve en France en termes arithmétiques. Et peut-être est-ce mieux, puisque d'après une grande étude de Jérôme Colère et Marc Abélès pour la Fondation de l'Orangerie, je crois, les grandes fortunes ne cherchent pas dans leur politique de mécénat à maximiser leur impact comme elles le font habituellement dans le business. Aussi, comment savoir quel est le véritable impact du mécénat pour et dans les entreprises d'une part, et pour les porteurs de projets, qui peuvent, eux, de moins en moins s'appuyer sur le financement et leur croissance sur les fonds publics. Ça a été évidemment dit aussi dans la première table ronde. L'impact du mécénat, donc, c'est cette liberté absolue de l'entreprise qui dépasse par exemple par essence les simples personnes touchées, mais touche également tout un écosystème de personnes. Je vais juste vous donner un exemple très simple, et puis comme ça nous permettra d'aller dans le vif du sujet. Dans le cas du tutorat scolaire, pardon, je savonne à mort, outre l'élève méritant accompagné, la famille du jeune change de perception et l'orientation des autres enfants de la famille peut également en être impactée. Et encore plus largement, l'établissement qui accueille ces jeunes tutorés par des entreprises est perçu différemment par les riverains et l'entreprise elle-même change son regard sur les jeunes qu'elle ne recrutait pas auparavant. Comment mesure-t-on cela? C'est difficile. Et c'est afin de préciser ces questions et ces zones d'incertitude entre ce que l'on peut mesurer et ce qui ne se mesure pas, qu'on va d'abord demander à mon voisin de droite, c'est-à-dire Pierre Copé, le président de Vinci Autoroute, son avis sur l'impact du mécénat. Monsieur Copé, vous avez été cité dans la première table ronde par Julien Damon, qui disait qu'il est au fond assez logique que la Fondation Vinci s'investisse dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, puisque vous-même, l'entreprise classique, insère un grand nombre de personnes avec une basse qualification. Alors est-ce que vous faites ça par mesure d'impact ou autre? Oui, je voudrais d'abord rendre hommage à Julien Damon, qui est un homme très avisé, et donc je le remercie de cette publicité gratuite dont je ne sais pas mesurer l'impact, mais en tout cas dont je mesure l'effet, puisqu'on m'en parle depuis que je suis arrivé. J'interviens ici comme patron de Vinci Autoroute, mais c'est vrai que j'ai eu dans une vie antérieure des responsabilités en matière de communication et que j'ai monté la fondation Vinci et le mécénat de Vinci au château de Versailles, ce qui me permet d'aborder la question de l'impact du mécénat de manière un peu large. Alors j'ai compris que j'avais vocation à tenir le temps nécessaire à l'arrivée de la ministre et à faire un genre d'introduction à cette table ronde avant que le grand sage ne ramasse la mise. Ce que je voulais dire en guise d'introduction, c'est que les actions de mécénat ont ce site particulier qu'elles donnent une signification. C'est ça, ben je le savais, voilà. Et donc, pas mal, pas mal. Vous avez ouvert en évoquant la question de la mesure. Moi, ce que je crois pour avoir conduit un certain nombre d'actions de mécénat, c'est que le mécénat est à la fois une façon de renforcer les liens des entreprises avec leurs parties prenantes et de les ouvrir sur leur environnement. C'est une façon de jeter des ponts avec des univers qui ne sont pas nécessairement et immédiatement familiers et naturellement au contact des entreprises. Alors, Julien a dit tout à l'heure, dans la table ronde précédente, que Vinci, qui est un groupe de construction qui est présent dans la ville et qui est un gros employeur de personnes peu qualifiées, a une vocation naturelle, plus qu'un banquier, pour qui j'ai beaucoup de respect, plus qu'un banquier, surtout quand il me finance, mes activités associatives.
Vinci a une vocation naturelle à faire de l'insertion et à financer des activités d'insertion sociale et d'insertion citoyenne. Je ne reviens pas sur ce point. Je voudrais simplement rappeler l'impact d'une opération qui a été, je crois, très originale et très intéressante, qui était l'opération du mécénat du groupe Vinci sur la rénovation de la Galerie des Glaces. En termes d'impact, je pense que c'est une opération qui est originale. C'était la plus grosse opération de mécénat culturel jamais faite, puisque on a investi 12 millions d'euros dans ce projet. Mais c'était, en termes d'impact, d'une part, une façon pour Vinci d'affirmer son rôle de constructeur en associant son nom à l'œuvre qui, en France, est d'abord la plus visitée, mais recèle, je crois, le sommet de l'art des bâtisseurs, et donc être celui qui rénove le bâtiment qui est le plus prestigieux et qui rassemble le plus grand nombre d'œuvres d'art et de talents des métiers de la construction. Je pense que c'était aussi une façon pour Vinci d'affirmer son rôle et son métier de bâtisseur et de revendiquer son métier à un moment où il n'était pas nécessairement très valorisé, puisqu'on a démarré ça dans la foulée de l'éclatement de la bulle Internet, mais on était encore à une époque où les métiers dits immatériels étaient plus valorisés que le métier du constructeur. Dans les impacts, donc ça c'est clairement un impact de revendication du métier. Je crois qu'il y en a un autre qui est important, et la ministre l'a d'ailleurs souligné, c'est celui de l'appropriation ou de l'ouverture à nos salariés des portes de la culture. Et là, moi, je voudrais rendre hommage non pas au Jean-Jacques Ayagon de la loi Ayagon, mais au Jean-Jacques Ayagon de Versailles, qui a, je crois, eu l'intelligence et la générosité de comprendre qu'un mécénat, c'était un échange, et que quand on pouvait s'établir un échange entre un établissement culturel et une entreprise, entre les salariés de cette entreprise et les salariés de l'établissement culturel, que les portes pouvaient s'ouvrir et que les échanges pouvaient se développer. L'impact du mécénat de part et d'autre était beaucoup plus fort. Et je crois qu'on n'est sorti ni les uns ni les autres, ni côté Château de Versailles, ni côté Vinci. On n'est pas sorti de ce projet comme on y était entré, et qu'il y a eu une vraie fertilisation croisée par les échanges d'expériences et par les échanges de focales sur ce projet. Et je crois qu'il y a, et on le dit trop peu, mais je crois que Jean-Jacques Ayagon le fait avec beaucoup d'élégance, d'intelligence et de générosité, la rencontre sur un objet culturel d'une entreprise privée et des représentants de l'État ou des collectivités publiques qui sont en charge de cet établissement public. Je pense que c'est très enrichissant, et que cet impact-là, qui n'est évidemment pas mesurable, est très significatif. Et au fond, c'est une belle illustration de ce que le mécénat peut faire sauter les cloisons, tomber les murs et favoriser le décloisonnement d'une société sur laquelle je suis sûr que Jean-Paul Delevoye parlera beaucoup mieux que moi. Je voudrais simplement finir, parce que je sais que j'ai aucune chance de reprendre la parole après, sur le fait que, parce que je le dis en écho à votre chapeau introductif, quand on réfléchit sur les impacts, la plus grande erreur qu'on pourrait faire serait de mesurer. Les publicitaires savent mesurer des impacts de campagne de pub, et ils savent d'ailleurs les vendre. Je pense que si on se lançait, comme l'avait d'ailleurs tenté l'administration fiscale quand on a fait l'opération de Versailles, sur une opération de chiffrage d'impact et de chiffrage de retour, je pense qu'on s'égarerait, puisqu'on perdrait la dimension philanthropique et la dimension de l'élégance du geste gratuit que fait l'entreprise, et sur la base duquel l'échange s'organise d'autant mieux. Je l'ai dit à propos de Jean-Jacques Ayagon, dès lors qu'on parle de philanthropie et de générosité, évidemment qu'il y a des échanges, évidemment qu'il y a des impacts, mais je pense qu'on est dans le registre du goodwill, et les banquiers savent chiffrer les goodwill, mais celui-là, je pense qu'il faut mieux éviter de le chiffrer pour lui permettre de prospérer.
Merci beaucoup. Vous avez raison sur presque tout, ce que vous reprendrez la parole tout à l'heure, ce que vous apprendra sur la Fondation pour la conduite responsable. Jean-Paul Delevoye, puisque Pierre Copé disait que dans l'ordre du protocole, on avait le président du Conseil économique, social et environnemental. On connaît l'acuité du regard de votre conseil sur les évolutions de la société. Je vous ai vu très attentif pendant le discours de la ministre, et quand elle a cité Jacques Rigaud qui disait que le mécénat c'était une nouvelle manière pour l'entreprise de s'impliquer dans la société civile pour l'intérêt général, vous aviez l'air d'abonder. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, d'abord, je voudrais saluer l'initiative du président Tcherniak et le combat qu'il a mené pour éviter que le mécénat soit fragilisé par la remise en cause de ce que certains appelaient la niche fiscale. Et je crois qu'au travers de cette table ronde, ce qui est très important, c'est d'essayer peut-être de profiter de cette crise pour pouvoir rebondir et casser le cou à un certain nombre de fausses analyses sur un vrai sujet. Nous sommes dans un moment où le monarque est pauvre, ce qui ne lui interdit pas d'être éclairé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un des enjeux politiques majeurs, c'est de fixer un cap de politique et de réfléchir aux outils de mobilisation de l'épargne privée pour des politiques d'intérêt général. Ce qui veut dire que si on accepte ce principe-là, le débat sur le mécénat n'est pas un débat sur la niche fiscale, qui serait le contraire. C'est-à-dire que la niche fiscale, c'est l'État se sent dépouillé par les mécènes, alors que ceux-ci font une politique d'intérêt général. C'est exactement un débat complètement stupide. Le vrai sujet, c'est de revenir à la finalité même de l'impôt, qui est de deux natures. Un volume budgétaire, combien ça rapporte, mais la seconde partie dont personne ne parle, c'est quel est l'impact de l'impôt sur l'évolution des comportements ou le changement de comportement. Ce qui veut dire la fiscalité écologique aujourd'hui, et c'est évidemment la fiscalité à caractère philanthropique. Et lorsque vous regardez cette notion de prise de décision de caractère fiscal pour permettre une mobilisation financière pour des politiques d'intérêt général, vous évacuez le débat sur les problématiques de la niche fiscale. On peut avoir un débat sur le volume, mais jamais sur la remise en cause du principe. Le second élément qu'évoquait Pierre et la ministre, c'est pas parce qu'on est inculte qu'on ne peut pas avoir accès à la culture et qu'on n'est pas cultivé. Et de revenir à l'esprit de philosophie de Malraux, la culture n'est pas la supériorité, c'est la fraternité. Nous sommes dans une société qui aujourd'hui est extrêmement intéressante parce qu'il faut qu'on revoie nos équations politiques. Moi, j'ai jamais cru ni à la croissance de M. Sarkozy, ni à celle de M. Hollande. C'est des croissances que l'on affiche pour équilibrer un budget. Je crois que nous sommes rentrés durablement dans une croissance faible au niveau européen. Ce qui veut dire qu'à croissance faible, il faut qu'on ait un autre regard sur la pauvreté, un autre regard sur l'activité plutôt que l'emploi économique, et surtout, si on a moins de croissance matérielle, comment on peut être plus épanoui avec un accès aux biens non spirituels. Et là, vous vous rendez compte qu'à un moment où notre société est en train de se replier sur des souffrances individuelles. Or, tous les psychiatres vous disent aujourd'hui quand l'homme est matérialité, il est moins heureux. Et qu'aujourd'hui, ça veut donc dire qu'il faut qu'on passe une société qui n'est plus une société de la performance, qui est celle de l'épanouissement, qui n'est plus une société obsédée par l'acquisition, mais par le partage. Ça veut donc dire que cette notion de réapproprier et le sens de l'intérêt général, au moment où chacun est en train de se replier sur son intérêt personnel. Sur la notion de patrimoine commun, je suis arrivé en retard parce que nous ouvrions ce matin un colloque sur la haute mer. La haute mer n'existe nulle part, il n'y a pas de régulation juridique, et quand les problèmes n'existent pas, quand on ne le voit pas, on a l'impression qu'il n'existe pas. Or, aujourd'hui, il y a un enjeu fondamental, c'est de retrouver ce qui fait notre patrimoine commun. Notre patrimoine commun, c'est ce qui construit notre identité. J'étais très frappé par la phrase de Jacques Rigaud. Notre société a aujourd'hui un drame de l'identité. Si on veut être plus européen, il faut être plus français. Si on veut être plus français, il faut être plus breton. C'est-à-dire qu'il faut retrouver les langues vernaculaires, il faut retrouver le patrimoine de proximité, il faut retrouver ce qui fait nos racines. Parce que nous sommes dans un siècle de l'altérité. Le XXIe siècle, c'est le siècle de l'autre. Et nous risquons d'être dans le siècle du refus de l'autre ou du partage avec l'autre. Donc les langages universels, retrouver la dimension de l'humain au niveau de sa dimension universelle, de l'environnement au niveau de sa dimension universelle, passent par le sens de l'action que l'on mène, qui est l'action même du mécénat. Le mécénat, ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est pour donner du sens à son action, d'autant plus qu'elle est désintéressée, puisqu'a priori, il n'y a pas de retour d'investissement. Et je partage totalement l'avis de Pierre. Sortez de notre drame français, qui est de vouloir tout mettre en équation, tout mettre en normes, tout mettre en mathématiques, ce qui veut dire qu'on pratique un discours d'inclusion en mettant en place des mécaniques d'exclusion. Ça n'est pas quantifiable.
Est-ce que le bonheur des gens est quantifiable? Par contre, la façon dont vous pouvez leur donner les clés d'accès au bonheur, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que ce sens de l'intérêt général est accompagné au niveau du mécénat par une action collective. Or, on parle beaucoup d'écologie, on ne parle pas d'écologie sociale. L'écologie sociale, ça veut dire que l'homme ne peut pas être heureux dans un environnement malheureux. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de changer de nature, c'est-à-dire que l'homme est faible par nature. Il n'a pas de défense. C'est le groupe qui fait sa force. Or, nous avons laissé dévaloriser le groupe et valoriser l'individu. Et donc, le mécénat, c'est aussi un moyen de réintroduire l'individu dans un projet collectif, donc de reconstruire et son identité et le sens de l'action qu'il mène et la fierté qu'il peut avoir d'être utile à quelque chose. Et à un moment donné où notre système économique exclut plus qu'il inclut, où notre société est en train de développer un sentiment de solitude, réfléchissons à cette formidable chance qu'offre à chaque individu le mécénat. La solitude, c'est quoi? C'est la souffrance de sa situation. Je suis malade, je me sens seul, mais c'est aussi la perception de la... Je suis dans une entreprise et je me sens écarté, je me sens isolé, mais c'est une double souffrance, parce qu'au-delà de la souffrance de votre état, il y a la souffrance de la perception de votre solitude. Et cette réponse nécessite deux choses. Un, l'engagement et l'accompagnement. Et le mécénat fait que vous êtes quelqu'un qui brisait les murs de la solitude pour être dans la maison du partage. Et vous n'imaginez donc pas, si on n'a pas que le mécénat n'est pas un avantage, c'est une réponse nécessaire aujourd'hui à une évolution de société qui, si on n'y prend pas garde, se déchirera sur des intérêts alors qu'elle peut se transcender sur des causes. Et je trouve qu'il y a une formidable... Le mécénat est un outil. Essayons de retrouver sa finalité, son objectif, le sens. Ce que disait Pierre de la mobilisation des entreprises. Je voyais quelqu'un qui, d'ailleurs, dans une entreprise, me disait « J'ai décidé de demander à tous mes salariés, du PDG de consacrer une journée par an à un engagement de caractère humanitaire de proximité. » Et je lui ai dit « Mais votre retour d'investissement ?» Il m'a dit « Si quelqu'un a ce sens de l'engagement, il a de l'empathie. S'il a de l'empathie, il a l'enrichissement de la différence de l'autre et il a une capacité de jouer collectif quand aujourd'hui, dans une société qui privilégie l'individuel, c'est la réussite ne sera que collective. » Donc je crois qu'il y a un formidable enjeu économique de développer par le mécénat le sens que l'on donne à sa vie, une capacité de retrouver un sens collectif alors qu'en France on est trop souvent dans une éducation à caractère perso, et peut-être de faire en sorte que de retrouver un mécanique d'inclusion plutôt qu'un mécanique d'exclusion. Et puis enfin, il y a quelque chose d'assez extraordinaire sur l'insertion sociale, sur la beauté d'un bâtiment. C'est de mettre en avant cette formidable richesse qu'évoquait Malraux, qui disait « Il y a quelque chose de pire pour un homme que de mourir, c'est de mourir sans avoir découvert un jour les richesses qu'il portait en lui-même. » Quand vous êtes mécénat et que vous permettez de sortir des ténèbres un individu, en lui allumant une petite lumière, vous êtes aussi un formidable réducteur de violence contre soi-même ou de violence contre l'autre. Et donc moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que le mécénat, c'est certes un engagement financier, c'est certes un engagement technique, c'est certes un engagement de mobilisation avec des procédures, etc. C'est un formidable enjeu de société où la France, pour une fois, peut ne pas tout attendre de l'État, que l'intérêt général peut être porté par tous et que chacun peut être un acteur coproducteur du futur. Formidable engagement. Juste un mot de prospective, parce qu'effectivement, vous le signaliez, il y a l'engagement de Vinci, vous signaliez le cas d'une entreprise où tout le monde s'engageait, et puis pendant que vous ouvriez ce colloque sur la haute mer, Lionel Zinsou nous expliquait qu'après tout, dans son entreprise, PAI Partners, la même logique était en place. Mais Lionel Zinsou a aussi expliqué que lorsqu'il a fait ça, c'est aussi animé par le fait que la France est extrêmement en retard sur ces questions. Est-ce que Petit exercice de prospective dont je sais vous êtes friand Césé. Est-ce que vous avez l'impression que pour l'instant c'est des anomalies ou est-ce que vous pensez vraiment qu'on va aller vers une massification et qu'on va aller, je crois que c'est Cohen qui parle d'homo cooperativus pour déplacer le competitivus, quelque chose comme ça? C'est évident qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que j'avais entendu Lionel, y compris en disant lorsque je mobilise, les riches payent moins que les pauvres. Bon. Non mais là, je crois qu'il y a un vrai enjeu là de clivage. Il est évident qu'aujourd'hui, passer de la société de la performance à l'épanouissement sera plus nécessaire que jamais.
Et passer de la société de l'acquisition à la société du partage sera plus nécessaire que jamais. C'est-à-dire que dans l'entreprise, elle ne s'en sortira que si elle retrouve cette affectio sociatis qui était à son origine, et passer d'une communauté de conflictualité d'intérêts à une communauté d'intérêts voilà. Et ça passera par la participation des salariés et par un système de coopération et de proximité. Moi, je travaille beaucoup, je suis frappé de ce qu'avait dit Lionel. Boris Cyrulnik nous avait attiré notre attention sur la notion de résilience sociétale. Comment aider la société japonaise à dépasser le choc de Fukushima, la norvégienne de dépasser le tueur de Brejnik? Comment amener la société française à en même temps admirer la splendeur du passé, mais à ne pas s'y protéger? Comment faire en sorte que ce siècle des Lumières, qui faisait que personne n'imaginait d'aller ailleurs qu'en France pour inventer Versailles qu'évoquait Pierre, c'est en même temps sa réussite du château, mais c'est en même temps le plus beau chantier du monde. On a réuni tous les talents du monde pour venir faire cette merveille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où ce siècle des Lumières est en train de devenir le siècle de l'obscurité, puisque les Français considèrent le progrès comme un facteur de risque plus qu'un facteur d'opportunité. Et donc nous devons absolument passer du jeu individuel au jeu collectif, du jeu collaboratif au jeu de cloisonnement. Et la marche qui est en route aujourd'hui, et sur laquelle les Français peuvent réagir de façon assez rapide, ça va être effectivement de pouvoir les inciter, au travers d'un enjeu collectif, à apporter la synergie des talents et non pas la lutte des places. Et c'est d'autant plus important que je crois que nous assistons sur le terrain. Le mécénat, d'ailleurs, est un révélateur sur lequel nous ne sommes pas suffisamment attentifs. Il y a une formidable fertilité locale et une formidable stérilisation centrale. C'est-à-dire que combien de fois en France on voit des jeunes pleins d'initiatives? Les jeunes aujourd'hui sont pleins de jus, pleins de fertilité. Mais ils sont en train de se dire, si l'administration me dit pourquoi je ne peux pas faire, eh bien, je pars à l'étranger. Or, on change une loi en quelques mois, on change éventuellement des politiques par des alternances, mais on change un état d'esprit en 20 ou 25 ans. Et donc, si on ne retrouve pas, au travers du mécénat, au travers des jeunes, cette capacité d'accompagner toutes les initiatives locales, même si elles ne sont pas dans les normes, mais c'est peut-être l'anticipation d'une norme future, eh bien, nous risquons d'avoir l'évasion de la réussite. Notre jeunesse viendra passer ses vacances en France et elle partira à l'étranger. Et nous aurons cette tenaille de l'évasion de la réussite et de la localisation de l'échec. Donc nous pouvons aussi, au travers du mécénat, mettre en avant tous ces talents, toutes ces initiatives, toute cette fertilité du terrain, et pouvoir faire en sorte que nous puissions avoir cet état d'esprit que la France reste une terre d'aventure, une terre de prise de risque, une terre d'enthousiasme, et non pas une terre d'appauvrissement, parce qu'on demande aux profs de respecter plus les programmes que les élèves, et aux entrepreneurs de respecter plus les normes qu'éventuellement la créativité. Retrouvons ce sens de la créativité, de l'inventivité, de l'enthousiasme. La France a tous les atouts en main. Et pourquoi elle joue perdant ? C'est simplement parce que je crois qu'au travers d'un choc de compétitivité, il faut un choc culturel. Il faut qu'on change les mentalités. Et je trouve que là, le mécénat peut éventuellement aussi changer les mentalités, parce que le mécénat, très naturellement, fait le rêve du politique. Il rend possible ce qui paraissait impossible. Bien sûr, bien sûr. On vous excuse 1000 fois. Oui, je suis obligé de vous quitter pour un deuil familial et les obsèques se déroulent à 14h, donc je suis obligé de vous quitter. Mais je regrette de vous quitter parce que j'ai pu apprécier très brièvement et l'esprit de concision de Pierre et le sens protocolaire qui est le sien. Et je voudrais vous m'excuser auprès de l'ensemble des participants. Et on nous a... Président, gardons cet enthousiasme, mais ne nous mobilisons pas uniquement quand il y a le feu à la maison. Cette dynamique que vous avez su créer, il faut la créer, il faut la développer, et il faut, ce que j'ai dit au Président de la République, le 14 juillet, on salue les armées le matin. J'ai souhaité qu'au CESE l'après-midi, on puisse venir saluer tous les talents qui, sur le terrain, font aussi en même temps la France. Et donc, je crois, et les entreprises. Donc, je crois que ça, c'est des actes d'enthousiasme que vous avez su créer avec la ministre, Madame Filippetti. Gardez cette énergie de l'enthousiasme, on en a plus besoin que jamais. Merci beaucoup et vous êtes tout excusé. Je pense que la sincérité de votre plaidoyer s'est entendue. Vous vouliez dire un mot? On va commencer à être rattrapé par le temps, mais on va y aller. Non, vous m'avez demandé de dire un mot sur l'initiative qu'on a prise en matière de sécurité routière chez Vinci. Moi, je voudrais juste dire un mot en contrepoint de la Philippique, ça fallait la faire, de Jean-Paul Delevoye, sur les entreprises, sur le mécénat. Parce que ce que je crois, c'est que dans la société que décrit Jean-Paul Delevoye, nous manquons cruellement de structures intermédiaires,
Mais les entreprises fonctionnent comme un lieu, comme le principal lieu de socialisation. Et il y a à la fois des attentes sociales vis-à-vis des entreprises, un très grand niveau d'adhésion des salariés à leurs entreprises. Je rappelle qu'il y a 95, quand on interroge, je crois que c'est l'IFOP qui fait régulièrement un baromètre là-dessus, on doit avoir des scores brejneviens d'adhésion des salariés à leur entreprise. Et il y a enfin une grande attente des salariés vis-à-vis de leurs entreprises pour qu'elles canalisent et pour qu'elles organisent leur générosité ou leur désir de mécénat. Et je pense que c'est un point important à souligner. Alors, sur la question que vous me posiez en off sur la sécurité routière, nous avons, et je pense que c'est une initiative, c'est une démarche originale, nous avons beaucoup plaidé pendant des années avec l'Association des sociétés françaises d'autoroutes pour que les politiques de sécurité routière de l'État ne se polarisent pas exclusivement sur la lutte contre la vitesse et la lutte contre l'alcoolisme, parce que nous constatons que sur autoroute, la première cause d'accidentalité, c'est l'hypovigilance. Et donc nous avons beaucoup plaidé auprès des pouvoirs publics pour qu'ils orientent les politiques de prévention sur la lutte contre la somnolence au volant et la lutte contre l'hypovigilance. En pure perte, c'est-à-dire que ça n'a jamais intéressé les pouvoirs publics. Donc on l'a fait nous-mêmes dans le cadre d'une opération de mécénat, en créant la Fondation Vinci pour une conduite responsable et en développant toutes sortes d'initiatives dont on a la liberté à l'intérieur d'une fondation, des partenariats avec des associations de prévention, des partenariats avec Patrick Chenet pour développer des films et de la création cinématographique en matière de prévention contre l'hypovigilance. Et puis nous avons monté une plateforme qui s'appelle roulonsautrement.com, que je vous encourage à aller voir, sur laquelle on rassemble tous les films de prévention routière de je crois, plus de 20 pays aujourd'hui. Et c'est une très belle base de référence. Mais ça me paraissait intéressant de pointer ici, non pas pour faire la pub de Vinci, même si je suis toujours prêt, de pointer ici qu'on peut, avec une action de mécénat, intervenir sur la sphère publique, sur des champs que les pouvoirs publics délaissent et qui pourtant sont des causes d'intérêt général sur lesquelles il y a manifestement urgence à agir. Et il me semblait que ce point méritait d'être souligné. Tout à fait. Non, merci pour cette initiative. Je n'ai pas mon permis, mais je ne monte qu'avec des conducteurs responsables. Jean-Philippe Demaël, donc présidé Somfy, une entreprise qui s'est fait connaître non pas par du mécénat, mais en sponsorisant la météo d'une grande chaîne privée. Enfin, moi, c'est comme ça que je vous ai connu, donc les mécanismes pour volet roulant. 1500 salariés en France, présents un peu partout. Peut-être un premier commentaire très libre sur ce qui a été dit. Vous, l'idée de mesurer le mécénat, le goodwill, vous en pensez quoi ? Enfin, pour nous, la question de l'engagement citoyen, c'est plus une question de sens qu'une question de mesure. D'ailleurs, on ne mesure rien, en tout cas en la matière, parce que je pense que de manière générale, une des réflexions permanentes pour un chef d'entreprise, c'est quoi le sens de l'entreprise et puis c'est quoi le sens du temps que tout le monde dans l'entreprise passe, que ce soit les salariés, les dirigeants, etc. Bon, et moi je pense qu'au-delà de faire des affaires, des profits, etc., le sens ultime de l'entreprise, c'est quand même de rendre d'une certaine manière aux communautés dans lesquelles on vit une partie des richesses qu'elles nous aident à créer. Avec différentes niveaux d'explication là derrière. D'abord, si on regarde, je pense que si on veut que les entreprises puissent être considérées comme acceptables à moyen terme et que leurs profits soient considérés comme acceptables à moyen terme, il faut que les entreprises montrent qu'elles s'occupent des maux des sociétés dans lesquelles on vit. C'est vrai que chaque année, personnellement, je fais partie de ceux qui sont choqués par les profits de Total. Il y a un tel écart de richesse entre les profits des entreprises et les misères du monde dans lesquelles on vit qu'on comprend que ça choque. Et je pense qu'il faut que les entreprises soient capables de montrer qu'elles rendent aux territoires sur lesquels on est une partie des richesses qui nous permettent de créer. Au-delà de ça, quand on regarde de manière plus profonde, pour moi, on est dans des sociétés qui sont en voie de ghettoisation, de balkanisation, avec des fractures de plus en plus importantes, avec pour moi à terme de vrais risques même sur la démocratie. Quand on regarde sur du long terme dans l'histoire, la démocratie c'est quelque chose de relativement fragile. Et quand on regarde l'évolution de nos sociétés, à moyen terme, je me dis, est-ce que nos démocraties ne sont pas en danger ? Et moi je pense qu'il faut d'une certaine manière que collectivement ce pays change de posture en ayant une vraie logique de co-partenariat, de co-responsabilité entre l'ensemble des acteurs sur le thème, bon, le pays est en difficulté, il a des atouts, mais il a quand même des difficultés.
en travaillant ensemble pour redresser le pays. Je pense que ce n'est pas l'État qui tout seul peut tout faire. D'abord, il a moins de moyens financiers que par le passé. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de volets, notamment le travail, qui est dans la main des entreprises et pas dans la main des pouvoirs publics. Ce qu'on a beau dire, c'est quand même le travail qui est un des facteurs d'insertion sociale. Et donc moi, je milite pour que les entreprises changent de posture, de même que l'État, de même que les syndicats représentants des salariés. Sur le thème, on est vraiment maintenant co-responsable du territoire et on travaille ensemble pour redresser le pays. C'est ce qui existait au XIXe siècle, d'ailleurs, avec le paternalisme. Le paternalisme, c'était la manière dont, à l'époque, les entreprises assumaient leur rôle social. Ensuite, pour un certain nombre de raisons, notamment pour des raisons idéologiques, ça a été très critiqué. Donc les entreprises se sont recentrées sur leur cours. Mais je pense qu'aujourd'hui, bon, il ne s'agit pas de revenir en paternalisme, parce qu'il y avait notamment un concept de père, l'entreprise père par rapport à des enfants qui est plus du tout d'actualité. Mais il faut redéfinir la manière dont les entreprises trouvent leur place dans la société. Et si elles ne la trouvent pas, je pense que vraiment, là j'emploie des grands mots, mais ce sont les démocraties qui peuvent être en danger. Voilà, donc nous, ce qu'on fait, après pour évoquer rapidement, chez Somfy, on n'est que Somfy, donc on fait ça à notre petite échelle. On a une fondation, depuis maintenant à peu près 10 ans, qu'on a mis sur un thème proche du nôtre, à savoir la réduction des exclusions causées par le logement. Bon, et le logement est quand même un des principaux facteurs d'exclusion en France, que ce soit les gens qui n'ont pas de logement et qui sont totalement exclus, soit même dans la manière dont on vit ensemble. Encore, il y a des ghettos en matière de vivre ensemble, qui à mon avis sont aussi des ferments de danger potentiel à terme. Donc un projet où on applique ce que moi j'appelle la règle des 1%, 1%, où on dit on va investir 1% des profits de l'entreprise dans la fondation et on propose aux salariés de libérer 1% de leur temps par an pour être, ce qu'on appelait ce matin, le mécénat de compétences en appui au projet. Donc c'est soit des gens plus intellectuels qui aident à faire des diagnostics énergétiques dans des passoires énergétiques, soit des gens plus manuels qui vont sur des chantiers pour faire le tapis, l'électricité, ou qui participent à des ventes Emmaüs. Un des premiers partenariats qu'on a signés, c'est avec Emmaüs. Et donc on a aujourd'hui une centaine de salariés qui participent régulièrement aux grandes ventes Emmaüs. Voilà. L'intérêt de tout ça étant multiple. D'abord, en interne, ça donne un sens supplémentaire au rôle de l'entreprise. Ça crée de la fierté. Ça crée de la fierté parce que les salariés se disent « mon entreprise, c'est une entreprise bien ». Et je pense qu'en termes de sens ultime pour une entreprise, c'est là qu'on peut pousser au maximum la fierté et la motivation des salariés. Et puis ça casse les barrières. On a pas mal de relations avec les associations qu'on fréquente, notamment Emmaüs. Ça nous sort, nous, dans notre monde, dans notre microcosme extrêmement privilégié dans lequel on est, quand on a l'occasion de voir régulièrement des compagnons, etc. Là, ça fait un choc des cultures qui est riche pour nous, mais qui est riche aussi pour eux. Voilà, donc nous, c'est quelque chose sur lequel on est engagé de manière assez militante, très motivé, moi, mais bon, maintenant vraiment tout le monde à l'intérieur de l'entreprise, et on pense que ça fait du bien à l'extérieur, mais ça fait aussi beaucoup de bien à l'intérieur de l'entreprise. Merci beaucoup. Il faut juste que je fasse parler mes porteurs de projet, parce que François Marty, le logement, l'exclusion, je pense que ça vous parle un petit peu, c'est quand même la raison d'être du Chênelet. Vous travaillez avec Somfy ? Non, pas encore, mais ils n'ont pas investi chez nous, je suis désolé. Hein, dans 20 minutes, là, ça va se faire ? Je plaisante. Ouais, je vais expliquer moi que je fonctionne un petit peu différemment parce que les modèles ne sont pas homogènes, mais avant, 2 petites anecdotes, parce que j'adore ce que dit M. Delvoye, on se connaît depuis des années, on est du Pas-de-Calais. Hein. Donc voilà, mais moi j'aime bien les exemples concrets. Je vais vous en donner 2, tout petits, très courts. Ma femme, dans un atelier de chantier d'insertion avec des femmes en grande difficulté, a pris 2000 € de placement chez Babylone. Et on le fait gérer par les nanas des quartiers. Et je peux vous assurer que jamais aucun gestionnaire de fonds américain ne sera aussi salaud qu'une nana au RMI quand il s'agit de prêter 50 € pour une chèvre au Burkina Faso. Donc c'est bien de faire des grandes théories, mais il faut que ça soit très très pratique. Deuxièmement, dans le projet qu'on est en train d'ouvrir en Algérie, à Mostaganem, j'ai inventé une banque où les gens vont rembourser en 6 mois le double de ce qu'ils auront emprunté. C'est honteux, je vous explique. On va aider des jeunes dans la boîte qu'on monte à avoir des compétences qu'ils n'ont pas, avec des gens qualifiés. Et on leur dit, si on te donne 3 heures de conseil, tu vas être obligé de redonner 3 heures de conseil à quelqu'un de la boîte qu'on est en train de monter, plus à qui tu veux,
3 heures d'aide de bénévolat dans ce que tu vas inventer toi-même. Parce que plus une société est assistée, plus c'est la catastrophe. Et en Algérie, les jeunes sont extrêmement subventionnés par tous les bouts. Donc il n'y a plus aucun ressort. C'est un pétard qui va leur péter à la figure. Ils ont un malheur et un bonheur qui est le pétrole. Et c'est une vraie catastrophe. Donc une fois, alors moi je souscris tout à fait à tout ce qui est dit. Après, il faut trouver les angles très très concrets. Voilà, je voulais juste dire ça parce que j'aime bien le très concret. Alors moi, mon problème avec les grandes entreprises, il est le suivant. C'est que j'ai inventé un modèle de rêve qui me paraît très juste parce qu'on ne sait pas rêver dans nos sociétés. C'est pour les personnes en exclusion, on leur fait des logements dont on est absolument sûr qu'ils vont être complètement dans la merde pour pouvoir payer les charges. Et on essaye encore de faire baisser le prix du logement pour être absolument sûr qu'on ait assez de pauvres dans les 20 ans à venir. Bon, c'est très français, très performant. Donc moi, mon rêve d'écolo, c'était, avec ma boutique d'insertion, avec notre groupe, tout le groupe Chenley, SPL, etc., de construire du logement très cher, du logement pour bobos, et le mettre pour des gens qui sont à 80% du SMIC en termes de revenus. Et il faut inventer un modèle économique et un modèle de partenariat avec les grandes boîtes. Alors, j'aime bien, moi, mesurer quand même. Donc, la dernière mesure, c'est il y a 1 mois et 12 jours, j'ai bien calculé ce matin, Madame Duflot est venue inaugurer des logements qui existent depuis 3 ans à Los Angeles parce qu'elle venait remettre la Légion d'honneur au maire. Et les gens ont donné leur facture GDF Suez. Donc, dans la facture GDF Suez, il y avait le chauffage, l'eau chaude, l'électricité et le gaz. Et la famille, avec un enfant, a payé 197 € de charges pour l'année 2012. Voilà. Là, ça devient du très concret. Et là, on se pose la question, mais finalement, est-ce qu'on est des gentillets, puis il y a les méchantes entreprises, ou est-ce qu'on n'a pas des vrais business models à partager? Donc, pour monter ça, grâce à Choca, puisqu'ils prennent n'importe qui comme lauréat, donc j'en suis, on a monté une foncière où on a dit aux actionnaires, on vous promet que vous serez rémunérés à 0%. On vous promet que ça ne sera jamais plus, jamais moins, puis faites-moi confiance, toute ma scolarité a fait... J'ai personne eu autant de zéro que moi, donc je suis vraiment un spécialiste. Et sont venus GDF Suez, Schneider, BNP Paribas, Amundi, des fonds éthiques, Mandarin Gestion Fitrust, sont en train d'arriver d'autres. Je ne peux pas donner les noms aujourd'hui. Et je leur dis, mais voilà, une partie de votre argent va être très utile, mais, et je ne suis qu'un tout petit bout d'une nouvelle approche, je trouve quand même bizarre que des gens comme GDF Suez fassent beaucoup de publicité à une fondation, et sur leur cœur de métier, ne s'intéressent pas à mes maisons. Donc, il y a aussi des endroits où ça peut avoir à voir entre le business model de l'entrepreneur solidaire, de ce qu'on fait, et le business model de la boîte. Et la question, c'est de dire, au lieu de faire de la publicité partout, c'est quoi ce qu'il faudrait comme consommation pour une famille? On fait un travail ensemble. Avec Schneider, qu'est-ce qu'il faut mesurer dans une maison? Parce que la France est un très beau pays, je suis très rapide, mais c'est le seul pays en Europe où on dit avant de construire ce que ça va consommer. Des fois qu'on soit obligé de vérifier après, hein, ça serait embêtant. Donc voilà, alors avec Schneider, on commence la mesure des maisons. Mais c'est une catastrophe avec les grands ingénieurs de Schneider, parce qu'ils sont capables de dire 1 kWh mètre carré par an, ce qui se passe dans la maison. Mais la famille RMI, elle a besoin d'avoir un compteur où il y a marqué « j'ai tant d'euros pour ce mois-ci, j'en suis à tant d'euros depuis le début du mois, et je suis en train de consommer tant d'euros aujourd'hui ». Et là, les gens de chez Schneider vous disent « ah ouais, là, il va vraiment falloir que nos ingénieurs y bossent, quoi ». Voilà. Donc c'est vraiment une autre façon d'aborder les choses. Et je crois qu'on est à un virage, toute la société, où il faut que de temps en temps, les grandes boîtes aient des trucs très culturels, des bonnes œuvres. Et il faut aussi qu'il y ait un autre métier qui est... Il y a un lien entre ce qu'on essaye de faire, les boîtes d'économie solidaire ou certains projets associatifs, et leur cœur de métier et leur marché de demain. Pourquoi ne pas faire de partenariat? Voilà. Est-ce que juste de façon un tout petit peu insidieuse, ce que vous dites, c'est sur des notions de partenariat, elles sont très efficaces, mais lorsqu'il s'agit de faire du mécénat, c'est des bonnes œuvres et en termes d'impact, c'est résiduel? C'est ça que vous dites? Ça, et puis en plus, les boîtes font des erreurs parce qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Par exemple, GDF Suez, moi j'ai été les voir en leur demandant de la compensation carbone. Et au départ, on s'adore avec eux, hein, ils ont failli me rire au nez. Puis quand ils ont vu les ingénieurs qu'on avait chez nous, ben, ils ont payé la compensation carbone. C'est-à-dire qu'on sort, et moi c'est ça que j'aime bien dans Ashoka, les entrepreneurs solidaires, on sort du côté, il y a les gentillets sur le terrain et puis les méchantes entreprises. Il y a une espèce de quelque chose qui est cassé, ça doit être l'efficacité de l'entreprise.
au service de l'intérêt général et que nos boutiques aussi se remettent en cause, est-ce qu'on est capable d'être crédible pour toutes ces boîtes-là? Alors moi, je veux bien parler volet, mais je veux bien parler investissement aussi. Et voilà. Et il y a aujourd'hui de nouveaux modèles à faire. Et Villeroy de Galhau, l'autre jour, m'a dit, moi, ça m'a ouvert des horizons. Il m'a dit, mais François... Pour les non-initiés, c'est très haut placé chez BNP. Ouais. Voilà, ouais. Oui, il a une bonne place, j'ai cru comprendre. Et il me dit, mais François, l'économie solidaire n'existe pas, elle est une frontière de l'économie. Et le jour où on arrêtera, nous, d'être les purs et qui faisons pour la société comme si les entreprises ne faisaient rien, il faut en France arrêter. On n'a toujours pas terminé la lutte des classes, quoi. On n'en a même pas conscience, quoi. C'était l'objet d'un débat entre Mélenchon et Cahuzac. Alors, Margot, Philippe... 0-0. 0-0, oui, en l'occurrence. On va peut-être essayer de développer un cas de copartenariat d'entreprise où effectivement là on peut noter un véritable impact avant effectivement que Arnaud ne clôture notre tour de table. Dans le cadre de la téléphonie solidaire, qu'est-ce que vous avez fait avec SFR et quel a été l'impact pour l'association que vous êtes? Moi je travaille chez Emmaüs Défi qui a développé, qui a un chantier d'insertion mais qui a développé en partenariat avec SFR depuis 3 ans un projet de téléphonie solidaire. Vous allez très vite le comprendre parce qu'on a fait un constat sur les problématiques de télécommunication, sur ce que les personnes en situation de précarité pouvaient dépenser dans le téléphone. Donc on a dit ça, c'est un vrai enjeu social, sauf qu'en frappant à la porte des services sociaux, on avait quelques assistantes sociales qui disaient c'est vrai, j'ai vu 1 ou 2 grosses factures passer, mais évidemment, ce n'était pas du tout un enjeu social ni prioritaire, ni même accepté. C'est-à-dire qu'il y a l'emploi, il y a l'accès aux droits, il y a le logement, on ne va pas commencer à s'occuper du téléphone. Et je dis ça parce que c'était important pour nous de se dire là il y a un problème et il faut qu'on trouve une solution. Et on n'aurait pas pu trouver les financements d'une solution au niveau des services publics. Le partenariat qu'on a monté avec SFR, il est triple et c'est très important. Il y a une part de mécénat financier qui est clé. Ça a été un petit peu dit. Ça permet de financer des projets qui ne sont pas dans les lignes établies, je dirais, des grands champs de la lutte contre l'exclusion. Et ça permet aussi, c'est un financement, je pense, de confiance. Et la confiance, ça booste pas mal. C'est-à-dire qu'on allait les voir avec une facture d'un couple qui avait 50 € de reste à vivre, mais 120 € de facture de téléphone. On leur a dit, nous, on veut faire quelque chose contre ça, et on a besoin de vous. Et je pense qu'on n'avait pas un projet très précis, on n'avait pas les idées très claires, on connaissait rien aux télécommunications. Mais ils nous ont dit, banco, et allons-y. Et c'est, je pense, un financement d'investissement qui permet de se donner aussi le temps et les moyens de faire des bonnes choses, sachant que c'était sur un sujet, comme je le disais, pas du tout social, vu comme social en tout cas. Deuxièmement, c'est le mécénat en nature, et ça c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas quand on est un petit chantier d'insertion Emmaüs, on ne s'improvise pas opérateur téléphonique. Et le mécénat en nature, donc SFR fournit les recharges qu'on propose aux bénéficiaires, donc à un tarif solidaire. C'était essentiel pour nous parce qu'il y a plein de projets de lutte contre la fracture numérique qui existent et qui sont toujours confrontés à la barrière de la connexion, de la technologie en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on récupère des ordinateurs, on va les donner ou les vendre à des personnes, on va les aider à comprendre comment fonctionne un ordinateur, à les initier. Sauf que si derrière, il n'y a pas une connexion qui permet à la personne d'avoir un usage régulier, un usage personnel, il y a tout qui s'arrête. Et donc on ne s'improvise pas compétent comme ça. Avec les technologies et les outils, et le mécénat en nature à ce niveau-là nous permet de donner une solution qui n'a jamais été proposée, concrètement des offres. Qu'ensuite, nous, on repackage et on distribue chez Emmaüs Défi. Et puis la troisième chose, c'est le mécénat de compétences. Pour nous, ça a été essentiel. Donc je disais, on n'a pas la technologie, on n'avait pas non plus les compétences en termes de télécommunication. Pourtant, on avait un gros enjeu qui était de pouvoir informer, accompagner les gens qui ne comprennent rien à leurs factures, qui n'arrivent plus à payer leur facture de téléphone, qui ont acheté un iPhone à leur fille pour Noël, mais sont en train de découvrir qu'en fait, ils sont engagés pour 50 € par mois. Et on avait aussi besoin de monter rapidement en compétences pour pouvoir répondre rapidement aux questions que les personnes pouvaient nous adresser. Chez SFR, il y a un système qui s'appelle le statut collaborateur citoyen qui permet à des salariés de prendre 5, 10 ou 15 jours pour une association. Nous, on a été des fervents consommateurs de ce statut-là. On a aussi attiré beaucoup de collaborateurs qui disaient tiens, mes compétences, je peux les utiliser pour un projet d'intérêt général. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça n'a pas de l'impact sur les 10, les 50 ou les 200 collaborateurs qui viennent chez nous. Ça a de l'impact sur vraiment toute l'entreprise et tous les collaborateurs. Il y a 3 semaines, on a un bénévole qui, nous on est des grands consommateurs de services clients, on appelle souvent les services clients des opérateurs pour régler les petits soucis,
pour négocier une résiliation, etc. Et je leur dis toujours, dites pas qu'on est Emmaüs Téléphonie Solidaire, ils sont sur une plateforme à l'autre bout du monde, ça va plus leur compliquer la vie qu'autre chose. J'ai un bénévole qui y tient et qui se présente toujours Emmaüs Téléphonie Solidaire. Et il y a 2 semaines, donc on appelle le service client des SFR, et au bout du fil, la personne lui dit « Oh, je suis ravie de parler avec vous, c'est génial votre projet ». La fille, on ne l'a jamais vue, elle est sur une plateforme au Maroc ou en Tunisie, et là, tout d'un coup, elle avait l'occasion de régler le problème, je dirais, d'un de ses clients, mais un de nos bénéficiaires, et elle était un peu exaltée par ça. Et je pense que ça, c'est très important aussi sur le rôle que ça peut avoir à la fois pour l'association en termes de montée en compétences, de découvrir le monde de l'entreprise, mais aussi sur les collaborateurs qui s'impliquent, les collaborateurs qui savent que leurs collègues s'impliquent, mais que eux, de loin, ils ne peuvent pas forcément faire grand-chose directement, mais en tout cas participer à cet effort collectif. Et ce qu'on voit, c'est que si on a réussi en 3 ans à monter un projet qui est performant, qui maintenant est accepté justement par les services sociaux et qui est soutenu par les pouvoirs publics, c'est parce que SFR s'est engagé à ces 3 niveaux, en nous disant pas on vous donne de l'argent comme d'habitude, mais on s'implique aussi, c'est un peu all-in. Et moi, j'ai envie de dire aux entreprises, c'est génial de nous soutenir et de nous donner de l'argent. Il ne faut pas être égoïste avec vos compétences et vos technologies. Quand on est allé voir SFR et qu'on leur a dit on veut bosser sur les télécoms avec vous, ils nous ont dit non mais nous on a toujours fait l'effort de ne pas s'impliquer en termes de mécénat sur notre métier. Justement, là il y a un vrai effet de levier qu'on peut avoir et il faut que les entreprises osent avoir un mécénat aussi plus divers qu'un mécénat purement financier. Merci beaucoup. On voit que sur la question de l'impact, effectivement, le mécénat de compétences était largement mis à l'honneur avec Vinci Somfy et maintenant SFR. J'en précise pour préciser que j'avais bien vu passer le tweet disant qu'on avait très peu de femmes, mais je rappelle que Danielle Marcovici de Raja devait être là et qu'elle a une mauvaise grippe. Donc merci Margot d'avoir assumé à vous seule le rôle de la condition féminine. On va clôturer ce tour de table avec Arnaud Moreau. Vous êtes le directeur général d'Ashoka, vous avez pris comme lauréat votre voisin de droite. Et Emmaüs Défi cette année, et bien d'autres. Vous êtes la 17e ONG la plus puissante au monde d'après Forbes, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui mesurent l'impact des ONG dans le monde, je sais pas quelle a été la méthodologie. Dans l'ADN d'Ashoka, il y a cette question de mesure, justement pour prouver au pouvoir économique que du côté social, c'est pas uniquement des hippies et des évreurs de chèvres, mais qu'il y a un vrai impact social. Quand on agit dessus, vous avez fait beaucoup d'études avec Accenture ou McKinsey, par exemple, pour un de vos autres fellows qui est Ciel Bleu. Est-ce que vous pensez que le mécénat, lui aussi, doit être... est-ce qu'on doit mesurer l'impact du mécénat comme on mesure l'impact social de tout investissement social ? On n'est pas la plus puissante au monde, on a été ranké comme une des plus influentes. Alors après, ça peut complètement se discuter, et certainement que ce n'est pas très, très intéressant en réalité, si ce n'est que ça fait plaisir sans doute aux gens d'Ashoka et à ceux qui ont vendu plus de numéros de Forbes grâce à ça. Ce que je crois que c'est important, je comprends tout à fait la position des chefs d'entreprise qui disent on ne doit pas forcément mesurer, parce que si on perd le goodwill et si on perd cette dimension finalement d'altruisme, on va re-rentrer dans des KPIs traditionnels du business et on va sortir un petit peu de cette approche très philanthropique qui donne du sens, qui permet aux collaborateurs véritablement de s'épanouir, même si j'ai noté qu'en même temps on était capable de calculer finalement quel était le taux de rétention ou le taux de fierté développé par ça chez les collaborateurs. Donc on continue de mesurer quand même une fois de temps en temps. Je crois que c'est important de mesurer tout simplement parce que, et c'est un entrepreneur qui disait ça, c'est Gérard Mullier qui disait rendre compte, c'est se rendre compte. Et c'est pas mal de temps en temps, sans faire des études forcément en permanence, de donner des grands éléments pour voir à peu près où on va. Vous précisiez, précisez qu'on a fait une étude, on a fait faire une étude par McKinsey l'an passé pour voir quelles étaient finalement les économies qui permettaient de générer les entrepreneurs sociaux. On a pris à l'échelle de 10 entrepreneurs sociaux, on a regardé on a fait une analyse coût-bénéfice assez basique, et puis on a extrapolé leur modèle et on s'est rendu compte que si on prenait leur modèle comme finalement la nouvelle norme, on pourrait économiser quelques 5 milliards d'euros chaque année, simplement en s'inspirant de leur modèle. Donc on voit bien qu'une fois de temps en temps, c'est pas mal de mettre un coup d'éclairage pour dire, tiens, là, il y a une nouvelle façon de faire, des nouveaux business models, des nouvelles approches qui peuvent être non seulement extrêmement efficaces d'un point de vue d'insertion, d'un point de vue d'accès au logement, etc., mais qui en plus peuvent faire gagner de l'argent. Et dans le contexte économique actuel, c'est pas complètement idiot de montrer que la philanthropie peut être entre guillemets un investissement rentable. Et rentable pas forcément pour l'entreprise qui est mécène, mais aussi pour la collectivité, et que donc il faut encourager de plus en plus de mécénat, il faut encourager de plus en plus de ces logiques d'implication de la sphère privée dans l'intérêt général. Pour autant, si on regarde les montants générés par le mécénat,
et les causes dans lesquelles les fellows Ashoka s'investissent, on voit qu'il y a un rapport qui est de 1 à 10 ou peut-être largement supérieur. Donc effectivement, le mécénat ne pourra pas tout. Est-ce qu'à partir du moment où les sommes sont peut-être un peu moins importantes, ce n'est pas l'occasion de laisser le mécénat comme un laboratoire de l'innovation où il y a cette liberté, où il ne faut pas chercher à mesurer justement? Ouais, c'est exactement ça. Je pense que quand on regarde l'ampleur des projets, des problèmes de société, hein, quand on regarde les problèmes de logement, de santé, d'éducation, etc., et quand on regarde à côté de ça ce que peut permettre le mécénat, on se rend compte qu'on ne peut pas lutter et que vous avez beau regrouper toutes les fortunes des plus riches du monde et même le mécénat de tout le monde, on ne sera jamais en capacité de traiter les problèmes avec cet argent-là. Donc en fait, il faut changer de logiciel et se dire, effectivement, une partie de ces problèmes de société ne doivent pas être forcément créés ni uniquement par l'État, l'État-providence, on sait très bien, en particulier chez nous, que c'est sans doute dépassé, ou en tout cas qu'il faut inventer un nouveau modèle d'État-providence. L'entreprise, ce n'est pas forcément son core business, même si on a vu qu'il pouvait y avoir des passerelles et des choses intéressantes à faire par du mécénat de compétences, du don en nature, mais peut-être aussi remettre au cœur de son activité des produits et des services qui peuvent servir les plus démunis et faire des choses intéressantes. Et effectivement, faire en sorte que le mécénat devienne sans doute ce qui manque aujourd'hui, je trouve, dans la sphère et même dans le champ de l'entrepreneuriat social qui est le nôtre. La plupart des mécènes aujourd'hui vont quand même principalement soutenir des projets où il n'y a pas trop de risques, qui sont des marques parfois très connues, etc. Et moi, j'aimerais beaucoup voir le mécénat aller vers ces logiques de soutien à l'innovation sociétale, faire en sorte qu'on puisse faire émerger plus de François Marty, plus de Margot et d'Emmaüs Défi, et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de projets qui se lancent. Mais pour ce faire, il va falloir qu'il y en ait qui prennent des risques. Et je pense que c'est le rôle du mécénat aujourd'hui que d'être ce capital risqueur, entre guillemets. On va peut-être se planter 9 fois sur 10, mais c'est pas grave, d'une certaine façon. On va créer finalement tout un écosystème de financement. Et je pense qu'il faut réfléchir d'un point de vue écosystémique aujourd'hui, quand il s'agit du développement de ces organisations, depuis l'émergence, et c'est là que le mécénat, à mon sens, doit jouer un rôle principal. Et puis après, de toute façon, on trouvera d'autres relais de financement, que ce soit le capital investissement solidaire qui se développe de plus en plus, que ce soit d'autres approches, ou, comme ça a été mentionné, et je pense que c'est aussi une voie d'avenir, cette logique de co-création, de se dire, OK, les problématiques sociétales ne doivent pas être adressées de façon parallèle par le business, le public et la société civile, mais plutôt par une convergence des trois. Et il faut inventer ces nouveaux modèles, ces modèles de co-création, ces modèles où chacun va apporter une partie de la solution. Mais on sait très bien que les entrepreneurs sociaux sont souvent de formidables innovateurs, que les entreprises peuvent amener du process, des moyens, etc. et que la puissance publique peut aider à la démultiplication, à la régulation de tout ça. Donc je pense qu'il est temps d'inventer ces modèles-là, il est temps de se mettre autour de la table et d'accepter finalement que même si on est très différents et si on vient d'univers très très différents, on peut aller ensemble au même endroit. Parfait. Une ou deux questions? Alors, oui, il est 13h02, mais c'est pas grave, on va prendre une ou deux questions. Rassurez-vous, le déjeuner a lieu juste à côté, donc de toute façon, vous êtes repliés. Il y a un micro qui circule. On m'a signalé que j'avais pas chopé les questions la dernière fois. 2 micros. Il y a quoi? 2 micros. Il y a 2 micros, bah parfait. Il n'y a pas de questions? J'en vois pas. Vous êtes tous affamés? Ah oui. C'est très français. Dans ce cas-là, peut-être on peut prendre juste un commentaire de nos amis entreprises mécènes sur ce qui a été dit à gauche. Est-ce que vous voulez aller vers du capital risque du projet mécénal? Moi, je souscris parfaitement à l'idée de la fonction d'amorçage de nouveaux projets des fondations. Je pense que mettre de l'argent de mécénat sur des projets innovants, être dans des logiques d'amorçage et dans des investissements de projets à risque, j'y souscris parfaitement. Simplement, je pense qu'il y a une limite qu'on touche rapidement, c'est celle des activités à forte densité capitalistique. C'est-à-dire que amorcer à coût de dizaines ou de centaines de milliers d'euros un projet comme Emmaüs Défi, je pense que c'est la vocation des entreprises et d'ailleurs on est heureux de le faire. Je pense que les sujets dont vous avez parlé sur le logement sont des sujets à forte intensité capitalistique et ce sont des sujets sur lesquels, à mon avis, on n'est pas dans des questions de l'ordre du mécénat, mais dans des questions de l'ordre de l'investissement industriel, puisqu'il s'agit à la fois de la transition énergétique, des bâtiments à basse consommation et, excusez du peu, du financement du logement et donc des problématiques de foncière. Je pense que l'État commencerait à s'inquiéter si on mettait tout ça sous le chapeau du mécénat, puisque ça reviendrait à faire prendre en charge 60% de ces dossiers par la dépense publique.
Donc voilà, sur l'idée que le mécénat puisse être une occasion de passerelle, une occasion d'amorçage, une occasion de prise de risque et de démarrage de projets par l'investissement sur des projets innovants, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Mais puisque vous me redonnez la parole, je voudrais exprimer un désaccord, non pas avec les porteurs de projets, mais avec vous. Moi, je suis très très fier des profits de Total, et je pense que pour que les entreprises puissent être des mécènes généreux, il faut qu'elles gagnent de l'argent et qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme là-dessus. Jean-Philippe, et puis il y aura le mot de la fin pour François Marty, mais... non, mais ça viendra avec, parce qu'il y a 600 estomacs affamés. 800 me dit-on. Jean-Philippe? Moi, j'aime bien ce concept de soutien à des innovations un peu dans l'économie solidaire, parce que je pense que via ce qu'on fait, en tout cas nous, dans la Fondation, un des objectifs, c'est justement de promouvoir tout ce qui est économie solidaire. C'est des domaines qu'on connaît assez peu, donc intellectuellement, on a, comment dire, de la bienveillance vis-à-vis de ça. Par contre, il faut aussi travailler derrière avec des gens qui connaissent pour nous aider à identifier les bons projets qu'on soutient. Parce que je pense que c'est aussi une vision de la société. Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, une de mes craintes sur la société, c'est la balkanisation, perdre le sens de la communauté. Et là, je reviens sur des discussions qu'on a actuellement avec Emmaüs, puisqu'un des premiers partenariats importants qu'on a signé à la Fondation Somfils et avec Emmaüs, quand on les écoute aujourd'hui, ils ont de la concurrence de plus en plus venant du privé, d'entreprises privées en matière de recyclage des déchets, etc. Il y a deux manières de voir. Il y a la manière un peu libérale qui est de dire bon, on va laisser le jeu du marché s'exprimer, c'est de l'activité économique, laissons faire. La différence quand même, c'est qu'Emmaüs repose aussi sur une vision de la communauté, un modèle communautaire qui est la base de la philosophie, alors que des entreprises purement privées ont moins ce modèle communautaire. Et nous, on s'est dit, une des raisons supplémentaires, au-delà de ce qu'on pensait initialement pour continuer à soutenir Emmaüs, c'est qu'ils défendent une vision sociétale de la communauté, qui est justement ce qui manque, à mon avis, dans nos sociétés. Et c'est pour ça, de manière générale, je prends l'invitation. Je pense qu'on a intérêt à faire plus de choses en matière de développement de l'économie solidaire, parce que c'est aussi la manière dont on veut vivre ensemble à terme qui est en jeu. Et moi, là, en tant que citoyen, et pas uniquement en tant que chef d'entreprise, ce qui m'inquiète le plus quand je réfléchis à ce pays à moyen terme, c'est est-ce que et comment on arrivera à vivre ensemble. Donc, invitation retenue, Arnaud Moreau et François Marty. Donc la réponse et le mot de la fin. Plutôt Arnaud. Le mot de la vous fin. ne faites pas de politesse. Il sera plus intelligent que moi là-dessus. Non, je voulais vous répondre, vous avez entièrement raison. Chantal Monvoix nous a aidés sur un truc pour un logement. Comment on fait pour faire un logement PLAI pour quand il y a un enfant ou un conjoint paralysé? C'est la fondation. Et il y a un gars de Vinci Dunkerque qui s'est impliqué. Bon. Mais tout ce qu'on est en train de découvrir au niveau business, si on vient vous voir après pour investir dans la foncière, c'est plus sur la partie fondation, etc. Mais la fondation peut être une formidable tour de contrôle, à la fois pour faire des trucs nouveaux, puis après se dire, mais pourquoi il faudrait toujours qu'on ait une espèce de pureté chimique dont on ne voit pas le début du catéchisme, pour dire, oh là là, non, il faut qu'on soit complètement détaché quand on fait de la fondation. Et il y a là quelque chose de culpabilisé, comme si on avait honte d'être une entreprise, ou honte de faire une bonne œuvre. Là, il faudrait un peu devenir laïque sur cette affaire-là. Et ça vient d'un catho, quoi. Parfait. Ça m'a l'air d'être un très beau mot de la fin. Donc, je vous propose de vous retrouver tous autour du déjeuner laïque. Non, un déjeuner laïque alors. Et puis, je vous rappelle que ce soir, vous avez une grande soirée de co-construction sur le mécénat et les médias. Et merci encore aux 5, dont une intervenante, qui ont accepté de se livrer au jeu. Merci beaucoup.